James Schulman, il fait une découverte. Alors, c'est bien d'en parler à Pau, parce qu'il y a une entreprise à Pau qui a été très, très impliquée là-dedans, c'est Elf Aquitaine, sur le bassin de Pau, qui avait un laboratoire de recherche qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Alors, sa découverte, c'était quoi? Il travaillait sur les émulsions. Alors, les émulsions, vous savez, j'espère un peu tout ce que c'est. C'est de l'eau dans l'huile ou de l'huile dans l'eau. Et puis, on fait des petites gouttelettes, typiquement d'huile dans l'eau ou d'eau dans l'huile, avec ce qu'on appelle la tension active, c'est-à-dire du savon, autour qui stabilise. Alors, l'exemple le plus clair que vous avez, c'est la mayonnaise. Hein, c'est un magnifique exemple d'émulsion. Vous faites une pâte qui vient en mettant de l'eau qui est construite dans le jaune d'œuf, et puis de l'huile, qui est l'huile que vous rajoutez, et ça fait un magnifique exemple d'émulsion. Bon, il y en a plein d'autres, des exemples d'émulsion. Alors, il travaillait là-dessus, et il avait évidemment un objet qui est celui-là, c'est-à-dire une suspension de gouttelettes d'eau dans l'huile, blanche. Alors blanche parce que ça diffuse la lumière, parce que les objets d'eau sont assez gros pour diffuser la lumière, assez petits pour être stabilisés en suspension dans l'eau, mais assez gros pour diffuser la lumière. Donc ça fait un peu comme du lait. Hein. Le lait d'ailleurs est une sorte d'émulsion, un peu plus compliquée. Et il se travaillait là-dessus. Et puis, comme il était chimiste, il avait l'habitude, comme tous les chimistes, de nettoyer ses instruments. Et comme on a de l'eau et de l'huile, il nettoyait ses instruments avec de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'eau est un peu soluble dans l'alcool, beaucoup soluble dans l'alcool, mais presque complètement soluble dans l'alcool. Et l'huile est un peu soluble dans l'alcool. Donc, en prenant un solvant qui dissolvait les deux, on met un peu d'alcool. Il a rajouté quelques gouttes d'alcool dans ce tube, et ça lui a donné ça. Alors ça, c'est très liquide. Ça, c'était plus visqueux, hein, pas comme une mayonnaise, mais presque. Là, c'est devenu d'un seul coup, en mettant quelques gouttes d'alcool, complètement liquide, transparent. Alors, ça l'a un peu étonné, mais comme il connaissait un peu la physique, il a appelé ça des micro-émulsions, parce qu'il pensait que la taille des émulsions s'était d'un seul coup réduite, et du coup, il y avait beaucoup moins de diffusion de la lumière, parce qu'il avait toujours des gouttelettes d'huile dans l'eau, comme une émulsion, mais elles étaient beaucoup plus petites, donc il a appelé ça des micro-émulsions. Ce en quoi il se trompait complètement. On verra plus tard que ça n'a rien à voir avec des gouttelettes d'huile dans l'eau, mais quand même, ça avait des propriétés intéressantes. Voilà. Donc, en 1943, il découvre ça, il le publie. Ça a intéressé 3-4 personnes dans le monde, et puis pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est resté ce que je viens d'appeler une curiosité de laboratoire. Certains chercheurs trouvaient ça bizarre. Qu'est-ce que c'est? On ne savait pas ce que c'était, etc. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y avait un autre problème, qui est un problème économique, qui était le prix du pétrole, qui est toujours un problème aujourd'hui. Vous avez ici le prix du pétrole jusqu'en, justement, les années, à peu près la fin des années 70, où vous aviez le prix du pétrole. Alors, vous voyez qu'en dollars actualisés, c'est-à-dire en dollars constants, en quelque sorte, vous voyez que le prix du pétrole, au début, quand on l'a découvert, c'était très, très cher. C'était un objet rare. Hein, ça, ceux qui ont lu Lucky Luke, ils savent que, on vendait ça comme une potion. Et puis, bon, ça a un peu fluctué. Et puis, on s'est mis à en trouver beaucoup et à extraire le pétrole du Texas, entre autres, mais pas seulement. Et puis, on voit que pendant, vous voyez, 1970, pendant quasiment 100 ans, le prix du pétrole en dollars constants est resté constant et autour de 20 $ le baril. Très faible. Le pétrole était très faible. Un coût très faible. Pas cher. Et puis est arrivé 1973, le premier choc pétrolier, la guerre du Kippour. Hein. Vous ne pouvez pas vous rappeler parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, mais ça a été quand même un choc. Blocage du pétrole par les pays arabes, augmentation du prix, puis la deuxième crise dans les années, fin des années 70, 78-79, deuxième crise et prix du pétrole qui monte de 20 à 100. Vous voyez, le prix du pétrole a explosé. C'était une époque où, d'un seul coup, les sociétés occidentales se sont aperçues qu'elles dépendaient fortement du prix du pétrole. Et donc, les entreprises pétrolières se sont mises à faire des recherches pour une raison simple que je viens d'expliquer. Voilà, ça c'est la découverte du pétrole type Lucky Luke. On fait un trou, la pression dans le sol est telle que jaillit le pétrole. Bon, et là, vous récupérez par cette technique environ 1 ou 2% du pétrole qui est dans la nappe. Par la pression naturelle, vous récupérez très très peu de pétrole. Après, la pression tombe et vous n'avez plus rien. Mais c'est quelques pourcents du pétrole qui est contenu dans la nappe.
Alors, très rapidement, les entreprises pétrolières se sont mis à dire, vous avez ici un schéma qui présente les nappes de pétrole, une nappe phréatique pas loin, réservoir d'eau, et puis la situation. Alors, on va voir, la première idée, donc, c'est vous faites un trou, la pression fait jaillir le pétrole, et vous récupérez votre pétrole naturellement qui jaillit. Bon, deuxième, le puits s'épuise, il a encore 99% de pétrole à l'intérieur, donc vous mettez une pompe, et vous pompez le pétrole. Là, vous allez en récupérer, disons, entre 10 et 20%. Mais quand même, ça permet de... Alors ici, dans la région, hein, vous avez tous en tête le gisement de Lac. Vous avez, je pense qu'il y en a encore quelques pompes en action, je ne suis pas sûr, mais il y a eu pendant longtemps des pompes, vous voyez les pompes qui pompaient, comme les Shadok, récupérer le pétrole. Bon. Mais ça vous permet de récupérer, disons, de 10 à 30% dans le meilleur des cas, de ce qu'il y a dans la nappe phréatique. Donc, 70% qui restent, le prix du pétrole qui explose, donc évidemment les chercheurs se sont dit, les chercheurs industriels des compagnies pétrolières, bon il faut récupérer, on a 70% qu'on ne sait pas comment faire. Donc ils ont dit, on va utiliser l'eau de la nappe phréatique pas loin, et puis on va pousser le pétrole avec de l'eau. Donc ça donne ceci. Donc au bout d'un certain temps, donc on pompe plus rien, on pompe de vide. Donc l'idée c'est d'utiliser l'eau, qu'on pompe aussi cette fois en poussant l'eau à travers la nappe phréatique. Mais quand on fait ça, pour des raisons qui sont ce qu'on appelle la tension superficielle, qui font que l'eau et l'huile, comme vous le savez, ne s'aiment pas, l'eau très rapidement, elle trouve son chemin à travers la roche, parce que vous savez, le pétrole, il imbibe une roche poreuse, et donc l'eau, elle trouve un chemin, et puis vous récupérez évidemment de l'eau de l'autre côté. Donc vous allez récupérer 5%, 10% de plus. Alors plutôt que de l'eau, vous pouvez employer ce qui est un peu mieux du CO2, ça marche aussi, vous envoyez un gaz sous pression, qui est le CO2, et vous pouvez récupérer, mais c'est pareil, très rapidement, vous allez en récupérer 10% de plus. Donc vous êtes à 40%. Donc on est à 60% de pétrole qui reste dans le sol, et 40% que vous avez récupéré. C'est quand même beaucoup mieux que le 1 ou 2% du début, mais quand même, il reste encore plus de la moitié du pétrole dans le sol. C'est d'ailleurs la situation dans la plupart des puits aujourd'hui. Voilà. Donc, on est dans les fin des années 70. Comment faire pour récupérer les 60% qui restent, avec un prix du pétrole qui évidemment est passé de $20 à $100 le baril. Aujourd'hui, il est autour de 60-70. Hein. Vous voyez, il y a eu des fluctuations, mais il est autour de 60-70. Donc un prix du pétrole qui est passé de $20 à $100 le baril. Et donc, du coup, si c'est à $100 du baril, vous pouvez investir plus d'argent pour récupérer le reste. Parce qu'évidemment, entre $20 et $100, ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour récupérer les 60% qui restent. Alors qu'à $20, ça vaut pas vraiment le coup de récupérer. Vous allez chercher un autre puits et vous le récupérez après. Et c'est là où notre découverte accidentelle des microémulsions va intervenir dans l'affaire. Alors, l'histoire, hein, c'est que le pétrole, il imbibe une roche poreuse. Donc, vous avez un dessin qui indique une roche en blanc imbibée de pétrole en noir. C'est la situation. Et on retrouve donc la problématique. Alors, la vérité, c'est, je vais directement à la fin de l'histoire, ou presque, c'est que la microémulsion, c'était pas du tout, comme le pensait notre chercheur qui avait fait cette découverte, c'est pas du tout de l'eau et de l'huile, c'est une sorte de mélange d'eau et d'huile. Alors, des fois, c'est des gouttelettes, mais c'est des gouttelettes assez différentes des gouttelettes d'émulsion. Enfin, je vous donne tout de suite un mélange qui est moitié eau, moitié huile. C'est pas du tout des gouttelettes, c'est une sorte, on l'a appelé la phase éponge. Après, je peux vous raconter pourquoi je l'ai appelé la phase éponge, mais c'est une autre question. Un mélange d'eau et d'huile intimement liés, qui est très liquide, c'est-à-dire qui passe le temps à se déplacer dans l'espace, à fusionner, défusionner, mais vous avez une sorte d'éponge d'eau, mais une éponge liquide, qui est avec une éponge d'eau liquide. Et entre les deux, vous avez le tensioactif, c'est-à-dire les molécules de savon, qui viennent séparer l'eau de l'huile. Donc vous voyez, vous avez une sorte, alors comment vous pouvez imaginer ça? Ben, le mot éponge, j'ai bien choisi, enfin j'espère, puisque c'est moi qui l'ai choisi. Vous imaginez une éponge imbibée d'eau, l'éponge c'est de l'huile, l'eau c'est de l'eau, mais sauf que cette huile, elle est liquide, elle n'est pas comme l'éponge, un matériau solide, élastique. C'est de l'huile, et entre les deux, vous avez une interface de savon. Et c'est un système dynamique, c'est-à-dire que ça passe le temps à fusionner, défusionner, à bouger dans tous les sens. Alors, l'intérêt
de ce système, et ça on le savait par les études qu'avaient fait Schulman et les autres, c'est que ça met une tension superficielle très très basse entre l'eau et l'huile. Je vais vous donner quelques chiffres dans des unités que je n'expliciterai pas. Typiquement, l'interface entre l'eau et l'huile, donc si vous mettez de l'eau et de l'huile, la tension superficielle, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour augmenter la surface entre l'eau et l'huile, elle est de l'ordre de 60. Peu importe la grandeur, voilà, c'est pas important l'unité, mais c'est de l'ordre de 60 en énergie. Les microémulsions, ça tombait à 10-2, 10-3, c'est-à-dire 1% ou 1 pour 1000, donc 10 000 fois plus petit que la tension entre l'eau et l'huile classique. Or, comme je vous l'ai dit, la raison pour laquelle la roche était coincée le pétrole était coincé dans la roche, c'était à cause de la tension superficielle avec ce qu'on appelle l'effet capillaire. C'est-à-dire que l'eau voulait rester avec la roche plutôt que d'être en contact avec de l'air. Comme les capillaires, l'effet capillaire, c'est que vous mettez un tube très fin dans l'eau, vous voyez l'eau qui monte parce qu'elle préfère être en contact avec le solide qu'avec l'air. Et donc, le fait d'avoir un matériau qui permettait de baisser fortement la tension superficielle, c'était l'idée de l'utiliser pour récupérer le pétrole. Parce qu'on s'est dit, si on utilise des microémulsions, on fait baisser la tension superficielle et du coup, la roche va relarguer le pétrole qui reste. En gros, on va laver la roche, en quelque sorte. On va la laver du pétrole et donc récupérer le pétrole qui reste. C'était l'idée de la récupération qu'on appelait la récupération assistée du pétrole. Alors, donc, l'idée, je reviens à mon schéma, vous pompez l'eau, voilà, vous envoyez la microémulsion, vous la mettez dans votre réservoir avec de l'eau, vous la poussez avec l'eau, donc elle rentre dans le sol et elle lave la roche en quelque sorte, et vous récupérez le pétrole par derrière. C'était ça l'idée, qui d'ailleurs a été, j'aurais dû l'amener, mais je pense jamais à l'amener, un petit flacon de pétrole alors non, c'était pas à Lac, c'était dans le sud de Paris, des premiers essais faits par la société Esso, qui avait récupéré du pétrole de cette façon-là. Voilà. Alors, petite illustration dynamique de ce qui se passe. Donc là, vous ne voyez pas la roche, elle est transparente parce que sinon on ne verrait rien. Donc j'ai fait une roche transparente dans la simulation. Là, vous avez l'huile que vous voyez et vous envoyez l'eau que vous ne voyez pas et voilà ce qui se passe. Le pétrole est décroché en quelque sorte de la roche. La microémulsion vient laver la roche. C'est le phénomène que je vous ai décrit très rapidement. Donc il y a eu beaucoup d'excitation là-dessus, mais toujours est-il que, avant que cette histoire ne soit comprise comme je viens de vous l'expliquer, les industriels étaient venus voir les laboratoires de recherche publics, qui font de la recherche fondamentale, pour que les gens travaillent sur comment ça se passe, expliquer pourquoi la tension superficielle était basse, quelle était la structure, comment on pouvait l'améliorer, etc. Parce qu'au même moment où eux voulaient l'utiliser, ils avaient un besoin de compréhension pour pouvoir optimiser en quelque sorte le système. Donc, vous voyez, le problème est un problème économique dans le monde industriel qui vient voir les chercheurs des laboratoires publics en leur disant « nous, on ne comprend pas, et est-ce que vous pouvez travailler sur ce sujet pour nous expliquer quelle est la structure, comment ça marche, etc. » Donc ça a donné une explosion de recherche dans les années 80. Dans les années 80, j'étais jeune chercheur, auquel j'ai eu la chance de participer, parce que c'est toujours intéressant d'être chercheur au début d'un nouveau domaine qui arrive. Et c'est ce dont je vais vous expliquer et comment ça a débouché sur un magnifique problème de physique statistique. Alors quand je dis magnifique, je suis convaincu que c'est magnifique. Je ne sais pas si je vais réussir à vous convaincre, mais je vais essayer de vous expliquer quand même quel est le problème. Alors, pour que vous compreniez le problème, je vais être obligé de vous faire un tout petit peu de physique statistique accélérée et simplifiée. Alors simplifiée à l'excès. Hein. Mes copains de physiciens rigolent quand je présente ça, mais moi j'aime bien présenter ça parce que je pense que c'est simple et que ça peut se comprendre, et c'est quand même un peu vrai. Alors, le premier domaine de la physique statistique, je pense que s'il y a des élèves en prépa, vous avez eu ça, c'est ce qui s'appelle la théorie de Boltzmann, hein, qui est la théorie des gaz. Qui connaît la théorie, enfin, qui a entendu parler de la théorie de Boltzmann? Vous levez le doigt. Bon, il y a déjà des gens devant, pas tout le monde. Bon, c'est dans les cours de physique niveau prépa, donc niveau licence, je dirais au niveau universitaire, le début de la physique statistique, c'est la théorie de Boltzmann qui explique
comment on introduit la physique statistique, donc la thermodynamique, qui est une science horrible. Vous pouvez me poser des questions sur la thermodynamique, j'ai beaucoup de choses à dire sur la thermodynamique, mais qui est une science horrible. Mais enfin, quand on l'introduit par la théorie des gaz de Boltzmann, c'est la partie compréhensible. Après, ça devient incompréhensible. Je dis ça pour les profs de physique, parce que je pense que la thermodynamique est très très mal enseignée, mais ça, c'est une autre histoire. Bien, mais pas par les professeurs, par les cours. Hein, c'est pas la faute des professeurs, c'est la faute de la vision, y compris des scientifiques, de la thermodynamique. Toujours est-il que la théorie de Boltzmann, elle explique pourquoi il y a de l'air dans cette salle, pourquoi quand vous prenez une pompe et que vous mettez un objet où il y a de l'air et vous ouvrez une paroi où il y a le vide, l'air, il emplit tout l'espace. L'air, il a cette truc fantastique de remplir tout l'espace. Et c'est donc une théorie microscopique de la thermodynamique, qui explique de façon microscopique ce qui est en fait la relation entre la pression, le volume et la température. PV égale RT, n'oubliez jamais, c'est un point important. Toujours est-il que l'explication, c'était pourquoi des objets, qui sont des molécules ou des atomes, ils sont soit solides, soit liquides, soit gazeux. Alors ça, vous le savez tous, vous prenez de l'eau, à basse température, en général en dessous de 0 degré, c'est solide, entre 0 et 100 degrés, à pression atmosphérique, en pleine, c'est liquide, et au-dessus de 100 degrés, c'est gazeux. Donc vous avez ce qu'on appelle des changements de phase, des transitions de phase, et vous passez de l'état solide à l'état liquide, à l'état gazeux. Ça a donné toute la thermodynamique, disons, du fin du 19e siècle jusqu'à une partie du 20e siècle. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la raison pour laquelle ça se passe, c'est une compétition entre deux choses. Entre l'interaction entre ces molécules, l'interaction, elle a envie que les molécules restent serrées les unes contre les autres, et puis une autre notion qui est très compliquée à comprendre, assez abstraite, qui s'appelle l'entropie, qui est liée à la température, qui est le fait que les molécules, elles ont envie de se disperser le plus possible. Donc vous avez on va dire une énergie, deux énergies, une énergie qui a envie de disperser les molécules, qui est liée à l'entropie, et une énergie qui a envie de les faire se coller les unes sur les autres, c'est l'interaction. Et ces deux énergies, elles sont en compétition, elles sont reliées à la température, l'entropie est directement liée à la température, et donc à basse température, c'est l'interaction qui gagne, l'entropie perd, et donc les molécules, elles adorent se mettre en rang les unes le plus près possible des uns à côté des autres, et ça fait un cristal, du solide, et là c'est voilà, un étalage d'oranges bien rangé chez le marchand, tous les unes dans les creux des autres, etc. Ça vous donne l'idée de l'organisation du cristal, c'est une façon où vous optimisez l'interaction, parce que vous ne pouvez pas faire que les molécules soient plus proches les unes des autres que ça. Donc vous gagnez, c'est les interactions qui gagnent. Puis à très haute température, quand c'est un gaz, c'est l'entropie qui gagne, c'est le désordre. Donc à très haute température, l'interaction perd et c'est l'entropie qui gagne, c'est-à-dire le plus de désordre. Et un gaz, c'est les mêmes molécules qui sont dispersées partout le plus possible, et si vous lui donnez plus de place, elle prend plus de place. C'est pour ça que le gaz, il prend l'ensemble de la pièce, et si vous mettez du gaz dans un vide, si vous ouvrez une paroi, ça remplit le vide. Donc vous voyez, l'entropie gagne, la température gagne à haute température, la température perd à basse température et c'est les interactions qui gagnent, et entre les deux, vous avez le liquide, qui est une optimisation où les deux sont à peu près équilibrés. Les molécules sont toujours les unes le plus proches possible les unes des autres, parce qu'elles veulent gagner le maximum d'interaction. Et par contre, elles sont désordonnées, il y a le plus de désordre possible, compte tenu qu'il faut qu'on se tienne les uns à côté des autres, et ça donne donc un liquide compact, condensé, mais où les molécules sont désordonnées. Donc ça, c'est dans cette compétition, le jour où les deux sont à peu près équilibrés entre l'entropie, le fait que le désordre existe, mais aussi l'interaction existe dans les deux cas. Donc vous avez l'explication de la physique statistique du fin du 19e siècle et surtout 20e siècle, pourquoi vous avez des transitions de phase entre un solide, un liquide et un gazeux. Voilà, vous voyez que c'est une explication extrêmement simplifiée. Je suis désolé pour les enseignants de physique, parce que c'est une façon... c'est pas faux, ce que je dis, c'est juste très, très simplifié. Alors, maintenant, on va faire un peu de géométrie. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule ou qu'un atome, d'un point de vue géométrique? C'est un objet unique, c'est un point. C'est un point. Alors, nous vivons tous dans un espace à 3 dimensions. En tout cas, la plupart d'entre nous. S'il y a peut-être quelques personnes dans la salle qui vivent dans un espace de 27 dimensions,
mais c'est assez rare. Pour la plupart, on est dans 3 dimensions. Hein, la longueur, la hauteur et la largeur. Et un point, c'est un espace de dimension 0. Je fais un peu de maths. Hein. C'est un espace de dimension 0, parce que c'est ni dans la longueur, ni dans la largeur, ni dans la hauteur, c'est juste un point. Et un point, c'est un objet de dimension 0. Donc, la physique statistique, telle que je l'ai décrit, ça a expliqué par l'interaction et l'entropie l'organisation et la physique des objets de dimension 0 dans un espace à 3 dimensions. Alors rassurez-vous, les physiciens adorent travailler dans d'autres dimensions, en particulier plus basses, 2 et 1, donc vous avez une physique statistique qui explique comment les points interagissent à une dimension, à 2 dimensions, et puis, pour ceux qui sont le plus imaginatifs, dans des dimensions supérieures, à 4, 5, 6 dimensions. Bon. Et donc toute la théorie des transitions de phase, ça a été une théorie qui a essayé d'expliquer comment un objet de dimension 0 interagit dans un espace à 3 dimensions ou autre avec d'autres objets de dimension 0. Donc c'est la physique statistique du point d'un point de vue de la géométrie. Voilà un exemple. Alors, qui a entendu parler du mouvement brownien? Bon, pas tous. Alors le mouvement brownien, c'est l'expression de ce que vous voyez de l'entropie, c'est-à-dire du désordre. Donc je vais vous en montrer une petite illustration. Alors pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que peut-être je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Zut. Bon, ça ne marche pas. Ce que vous devriez voir, c'est ces petits points qui sont des petites gouttelettes d'huile dans l'eau d'ailleurs. Elles sont agitées d'un mouvement dans tous les sens, qui s'appelle le mouvement brownien, qui vient de cette agitation moléculaire, c'est-à-dire du fait que dans l'état gazeux, les molécules se déplacent dans tous les sens, dans l'état liquide aussi, mais en se tenant. Et si vous prenez un microscope et vous regardez du lait, par exemple, sous microscope, vous allez voir des petites gouttelettes qui se déplacent dans tous les sens. Qui a vu au microscope du mouvement brownien? Là, il y en a moins. Mais c'est facile à voir, et c'est vraiment une expérience qui vaut le coup. Alors, on le fait avec des colloïdes, hein, avec des suspensions de latex ou des choses comme ça. Alors, le premier qui a trouvé ça, c'était en fait un biologiste qui s'intéressait au pollen, qui s'appelait Braun, c'est pour ça qu'on l'appelait le mouvement brownien, et qui regardait, il s'était aperçu que quand on mettait dans l'eau des petits grains de pollen, ils avaient un mouvement aléatoire dans tous les sens, et il l'avait découvert. Alors je vous rappelle quand même que le premier qui a expliqué la physique statistique du mouvement brownien, c'est Einstein, Albert Einstein, qui a dans un des 5 papiers qu'il a publiés en 1905, où il a expliqué que ce qu'on voyait comme mouvement brownien venait de la physique statistique et des mouvements de ce type. Bon, donc vous ne voyez pas le mouvement de ces petites bouteilles, mais des petites gouttelettes, mais vous pouvez l'imaginer. Alors, on passe maintenant à un problème un peu plus compliqué, qui est, au lieu de prendre un objet de dimension 0, vous voulez voir l'effet de la température, donc du mouvement brownien, sur un objet de dimension 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dimension 1? C'est une ligne. Et d'un point de vue expérimental, qu'est-ce que c'est qu'une ligne? C'est ce qu'on appelle un polymère. Pour ceux qui connaissent, un polymère, c'est un enchaînement linéaire de molécules qui sont attachées avec des liaisons chimiques fortes les unes aux autres, et ça fait donc une ligne. Et donc ça a occupé les physiciens dans les années 60 jusqu'à maintenant, on continue à faire de la recherche dessus, sur comment on peut expliquer la physique des polymères, c'est-à-dire des lignes dans un espace à 3 dimensions. Alors l'avantage d'une ligne, c'est que c'est plus compliqué, alors j'espère que ça marche mon animation, c'est plus compliqué qu'un point, parce que la ligne, si vous prenez le milieu de la ligne, vous pouvez la balader comme un mouvement brownien, comme un point, mais en plus la ligne, elle peut changer de configuration, elle peut se froisser, elle peut s'en mêler, elle peut faire une pelote, elle peut se faire mélanger avec d'autres lignes. Et ça a donné la physique des polymères. Voilà, ah ben ça marche là. Donc là, vous avez l'illustration, ici c'est une simulation d'un polymère dans un liquide, qui évidemment prend toutes les configurations possibles, et c'est plus compliqué qu'un point. Et puis en plus, les lignes, ça peut s'enchevêtrer, et quand ça s'enchevêtre, ça fait ce qu'on appelle des solutions semi-diluées, ça peut faire des solutions très visqueuses, etc. Vous avez plein de propriétés des polymères qui ont été comprises autour de la physique statistique des lignes. Voilà. Alors, vous allez me voir venir, une fois qu'on a traité la physique statistique des points, dimension 0, qu'on a attaqué la physique statistique des lignes, dimension 1, eh bien, évidemment, nous sommes dans un espace à 3 dimensions, il ne reste plus qu'une dimension qu'on n'a pas traitée, c'est la dimension 2. Donc la physique statistique des surfaces. Alors pourquoi fluctuantes? Parce qu'on peut imaginer que ce sont des surfaces qui sont suffisamment petites et minces pour être soumises au mouvement brownien, c'est-à-dire à l'agitation thermique. Alors là, c'est fantastique, parce qu'une surface, c'est plus compliqué qu'une ligne.
Et c'est plus compliqué qu'un point. Pourquoi? Parce que, comme un point, le milieu de la surface peut se déplacer. Comme une ligne, vous pouvez froisser la surface et avoir des configurations différentes. Mais vous pouvez faire quelque chose en plus, qui est génial d'un point de vue de la physique statistique, c'est que quand vous avez une surface, vous pouvez faire un trou dans la surface, et ça reste une surface. Et le fait de faire un trou dans la géométrie, ça s'appelle un changement de topologie, et donc vous avez des changements de topologie et des fluctuations de topologie possibles. Et donc ça donne une richesse qui fait que c'était un problème qui était quasiment pas abordé, jusqu'à ce qu'on découvre que les microémulsions étaient un parfait exemple de surface fluctuante, parce que l'interface entre l'eau et l'huile, c'était une surface, avec des tensions actives. Et que cette surface, elle passait son temps à fluctuer, à fusionner, etc. Et donc, on avait une illustration expérimentale du problème de la physique statistique des surfaces fluctuantes qui n'avait pas été abordée. Alors, il y a une petite nuance près, mais je reviendrai dessus. Voilà, alors voilà ce que ça donne, qu'une surface laissée voilà, aux fluctuations thermiques, ben, elle se froisse. Alors là, il n'y a pas de trou, hein, elle se contente de se froisser, et vous voyez que c'est un objet qui, un peu comme le polymère, et différemment du point, prend de la place dans l'espace. Et la physique statistique, elle s'est développée dans les années 80, c'était au même moment où on s'est intéressé aux microémulsions. Alors, vous avez compris, dimension 0 dans un espace à 3 dimensions, dimension 1 dans un espace en 3 dimensions, dimension 2 dans un espace à 3 dimensions, on a traité tous les problèmes. Alors, je n'ai pas abordé le problème des fractales, mais bon, si j'avais des spécialistes dans la salle, on pourrait en parler, mais ça suffit déjà comme complexité. Et les microémulsions, c'était exactement l'exemple d'une surface fluctuante. Et donc, vous voyez que la problématique industrielle du départ s'est transformée en un magnifique problème de physique statistique fondamentale, qui est d'expliquer la physique des surfaces fluctuantes, qui est l'objet qui m'a occupé pendant quelques années. Alors, pas que moi, là, du coup, il y avait plein d'autres scientifiques qui sont intéressés à ça. Voilà. Alors, on a même un peu fait mieux, c'est qu'au lieu de faire une interface entre l'eau et l'huile, on a fabriqué, parce que ça se fabrique naturellement, des membranes de l'eau avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle des bicouches, qui sont exactement les parois qui séparent les cellules de l'extérieur, ou qui sont ce qu'on appelle les vésicules, c'est-à-dire une double couche de tension active qui sépare de l'eau de l'eau. Et ça, c'est mieux parce que d'un point de vue conceptuel, c'est au lieu de séparer de l'eau et de l'huile, on sépare de l'eau et l'eau, et ça, c'est plus général et c'est plus intéressant pour des questions subtiles de brisure de symétrie dont je ne vous parlerai pas, mais qui sont techniquement extrêmement intéressantes. Donc, on a fabriqué des membranes faites avec de l'eau et de l'eau, entre lesquelles on avait fabriqué des petites membranes très fines, faites avec des bicouches de tension active. Voilà. Et donc, voilà des exemples. Donc, on est passé voilà, de l'eau avec de l'eau, au lieu d'avoir de l'eau et de l'huile, mais ça, c'était en fait une surface. Voilà. Alors, l'exemple typique, c'est la vésicule. Voilà une vésicule, c'est une sphère d'eau et d'huile, d'eau dans de l'eau, etc. Voilà. D'ailleurs, expérimentalement, ça, c'est une vraie vésicule. Et vous voyez les fluctuations thermiques. Alors, pourquoi vous ne la voyez pas se froisser? Parce que l'eau à l'intérieur, c'est comme un ballon, elle ne sort pas. Donc, c'est un ballon un peu dégonflé. Mais le fait que l'eau ne sorte pas fait que les fluctuations sont contraintes. Et vous voyez l'équivalent du mouvement brownien pour une surface, vous voyez cette agitation que vous voyez qui est liée au mouvement brownien, c'est-à-dire à la température. En fait. Voilà. Et donc, on a, je vous donne le résultat final, démontré que cette physique statistique fait que quand on se posait la question quelles sont les formes que peut prendre une surface dans l'espace, à condition qu'elle n'ait pas de bord et qu'elle soit soumise aux fluctuations thermiques. Ben, il n'y a que 3 solutions. Il y a les vésicules, vous venez d'en voir. Il y a la phase éponge, qui est celle de microémulsion, qu'on a appelée la phase éponge. Et puis, il y a la phase lamellaire, c'est que vous faites des lamelles infinies, vous les empilez les unes sur les autres, ça vous fait des surfaces qui remplissent l'espace et qui peuvent fluctuer. Voilà. Donc, toute ma carrière, une partie de ma carrière a été d'expliquer tout ça et d'essayer de comprendre, avec d'autres, pas tout seul, à la fois des collaborateurs et puis en quelque sorte des concurrents au niveau international, d'expliquer toute la physique de ces objets-là. Voilà. Alors ça, c'est une photo de microscopie électronique de vésicules, c'est pour vous montrer que ça existe vraiment, de vésicules, une photo de microscopie électrique de phase éponge et une photo de microscopie électronique de phase lamellaire. C'est juste pour vous montrer que je ne vous raconte pas des crasses, ça existe vraiment. Hein. Bon. Mais qui sont arrivés bien plus tard qu'on ait expliqué tout ça, hein, parce qu'il y a des problèmes techniques sur les photos de microscopie électronique. Voilà, et comme je vous ai dit, ce qui est fantastique, c'est que ça fait des trous. Là, vous voyez une fusion de 2 morceaux de membrane, et que ça rajoute une richesse d'interprétation
absolument fantastique et très intéressante. Mais voilà. Alors juste un petit film. Alors Marie-Paul Cany, qui est maintenant une consoeur à l'Académie des sciences. En fait, à l'époque, elle n'était pas à l'Académie des sciences, mais elle était à Grenoble comme professeure. Et j'étais allé la voir parce que c'est une spécialiste des images. Elle fabrique des images sur ordinateur. Et je lui avais demandé si elle pouvait me faire une image de toute cette histoire de façon réelle. Et avec des étudiants qui étaient chez elle, elle a fait un petit film, et je vais vous montrer son résultat, qui est de comment ça se passe de passer des vésicules à l'éponge et de l'éponge à la lamelle de façon continue. Alors, je vais vous montrer le petit film. Voilà, on part de vésicules. Vous voyez les vésicules qui se fusionnent les unes avec les autres pour former une éponge. Marie-Paul Cany, vous la voyez en haut à gauche. Et ces éponges, ensuite, petit à petit, se transforment en lamelles. Alors, évidemment, c'est illustré. Vous voyez là, il y aura des bords parce qu'on ne sait pas les ôter. Voilà. Et ça va, voilà, l'éponge. Donc là, on est passé des vésicules à l'éponge. Et maintenant, cette éponge elle-même se transforme en lamelles. Vous allez voir les lamelles se former avec le temps. Voilà. Comment on peut passer de l'un à l'autre? Alors, on a démontré que c'était des transitions de phase, il y avait des brisures de symétrie, enfin, des choses très intéressantes, mais qui vous intéressent pas beaucoup. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est là la beauté de la physique, c'est qu'au même moment, on avait une autre communauté qui s'intéressait à ce type de problème, c'était les gens de la physique des particules. Pourquoi? Parce que les gens de la physique des particules, ils travaillaient sur la théorie des cordes. Vous avez probablement, qui a entendu parler du nom théorie des cordes? Ah ben voilà, super, elle est super connue. Bon, je vous demande pas de me l'expliquer, hein. Bon. Mais cette théorie des cordes, c'est quoi? En gros, de façon très simple, c'est que vous prenez deux quarks. Alors les quarks, c'est les constituants des neutrons, des protons, etc. C'est les particules élémentaires qui fabriquent des particules élémentaires. Et l'idée des physiciens, c'était de dire, ces quarks, ils sont reliés par une corde imaginaire, et cette corde imaginaire, elle fluctue dans l'espace-temps. Alors eux, ils étaient à 4 dimensions. Nous, on n'était qu'à 3. Mais eux, ils étaient à 4, ils étaient un peu plus riches. Ils fluctuent dans l'espace-temps, et donc ça donne une surface, avec le temps, ça donne une surface, et cette surface, elle fluctue dans l'espace. Donc c'était très proche de la problématique qu'on traitait. Sauf que nous, on le faisait en mettant du savon dans l'eau, et eux, ils le faisaient en faisant de la physique des particules. Donc vous voyez, deux choses qui n'ont rien à voir. Voilà, et je cite toujours mon grand ami Pierre-Gilles de Gennes, qui avait suivi toute cette histoire, qui, lors de sa conférence du prix Nobel, vous pouvez retrouver ça sur le web, il a donné une conférence qu'il a eu le prix Nobel, il a cité cette histoire de phase éponge en disant « mais plus généralement, il est amusant d'apprendre de leurs travaux, il parle de la physique statistique comme nous, qu'il y a un certain chevauchement dans la pensée entre la théorie des cordes et la description du comportement des savons dans l'eau. » Voilà, c'est juste pour illustrer, voilà, et Pierre-Gilles était un ami et évidemment un très très grand scientifique. Voilà. Alors, maintenant on reprend l'histoire. On était là, et puis après la fin des crises, le prix du pétrole s'est cassé la figure, et en même temps s'est cassé la figure l'intérêt des industriels. Donc il n'y avait plus d'intérêt, mais entre-temps on avait tout un champ d'explications et de physique dont on se foutait complètement des applications. Nous, on avait découvert qu'il y avait des tas de choses intéressantes à faire en physique statistique et c'était notre préoccupation. Le pétrole là-dedans n'avait plus aucune importance pour nous. Mais ça avait lancé le problème. Alors, retenez une chose, c'est que ça a été un problème nouveau pour la communauté des scientifiques qui n'aurait pas existé tout de suite, il aurait probablement existé plus tard s'il n'y avait pas eu l'intérêt au départ des industriels. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, bref, je vais passer très vite. Il y a eu d'autres applications. Les micromunitions, maintenant, sont utilisées dans d'autres applications, dont les parfums sans alcool, etc. Je ne vais pas citer tout ça. Voilà. Et juste pour vous montrer que on est parti d'un accident de laboratoire, une curiosité de laboratoire, d'une problématique industrielle et de besoin d'innovation technologique. On est tombé sur un problème de physique statistique très fondamental dont on a eu la chance d'avoir un outil expérimental pour l'étudier et la théorie qui va avec. Et puis, il y a eu des applications qui n'étaient pas d'ailleurs dans le pétrole. Et puis, aujourd'hui, les sociétés pétrolières reprennent les micromunitions parce que, comme vous le savez, le prix du pétrole est monté. Donc, de nouveau, il y a un intérêt, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Alors, est-ce que je peux vous faire la deuxième partie ou pas? Ou c'est trop long? Non? Ça va? Vous tenez le coup? Bon. C'est la deuxième partie, c'est l'autre histoire. C'est comment d'un problème fondamental, on est arrivé à un problème industriel. Bon. Alors, bon, allez, allons-y. Le deuxième exemple, les phases lamellaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une phase lamellaire? Alors, vous avez tous manipulé des phases lamellaires. Vous ne savez pas, mais je vous le jure. Il suffit d'oublier son savon au fond de la baignoire, et quand vous récupérez votre savon, il a une petite couche visqueuse glissante sur la surface, et bien c'est ça, les phases lamellaires. Vous voyez, donc vous avez tous fabriqué des phases lamellaires
sans le savoir, en oubliant votre savon dans la baignoire. Bon, alors, je voudrais pas... voilà. Alors, voilà la phase lamellaire. Alors, moi, j'étais curieux, et je me posais la question, comment cette pâte-là, un peu pâteux, un peu comme une pâte dentifrice, où je savais qu'il y avait des lamelles les unes empilées les unes sur les autres, comment ça fait pour couler? Bon, vous direz, quel est l'intérêt de se poser cette question? La réponse est aucun, si ce n'est c'était ma curiosité personnelle. J'avais envie de comprendre qu'est-ce qui se passait quand on faisait couler une phase lamellaire. Bon. Personne au monde s'intéressait à ça, et moi j'avais pas d'autre raison que ma curiosité personnelle de savoir comment est-ce qu'on ça se passe quand on fait couler une phase lamellaire. Donc un problème complètement fondamental, aucune application industrielle. Bon, donc on prend cette phase-là, faite de couches, et puis on la fait couler, et on se pose qu'est-ce qui se passe. Et puis là, donc voilà la phase lamellaire, telle que je la décris, voilà. Et couler, comment on fait pour faire couler une phase lamellaire? On fait ce qu'on appelle un cisaillement, c'est-à-dire on le met entre deux parois, une paroi qui bouge, une paroi qui bouge pas, ça crée un gradient de vitesse entre les deux, puisqu'il y a de l'eau, le liquide qui est sur la paroi qui bouge pas, le liquide qui est sur la paroi qui coule avec la paroi, et entre les deux, il y a des vitesses différentes d'écoulement, ça fait ce qu'on appelle un cisaillement. Donc c'est ce qu'on a fait. On a construit un appareil ou des appareils, ça c'est le premier appareil qu'on a construit pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc on a construit ce qu'on appelle un rhéomètre, mais il était transparent. Ça a donné un domaine qui s'appelle maintenant la rhéophysique, qui consiste à utiliser les méthodes physiques pour comprendre la rhéologie des liquides et des pâtes. Et donc ça, c'était le premier qu'on a construit, historique, du laboratoire. Ça devait être dans les années, je ne me souviens plus, ça devait être 87, 88, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça, c'est, bon, peu importe, c'est une photo sous microscope et avec ce qu'on appelle des polariseurs croisés, donc en utilisant un phénomène qui s'appelle la biréfringence, une photo d'un cristal liquide, parce que la phase lamellaire, c'est un cristal liquide, une photo d'un cristal liquide, et vous avez ici ce qu'on appelle des croix de Malte, qui sont des signatures typiques de la phase lamellaire. Et là, vous avez ce qu'on appelle les stries huileuses, qui sont aussi des signatures de la phase lamellaire. Ça remonte à un physicien Friedel. Alors, pas le Friedel, pour les gens qui connaissent un peu la physique, pas le Friedel le plus jeune, qui est mort il y a une dizaine d'années, mais c'était son grand-père qui avait découvert ça, et qui avait déduit de ces figures qu'il y avait une phase lamellaire dessous. Parce qu'il n'y a que des phases lamellaires qui donnent ce type de structure géométrique. Bon. Et quand on cisaille, voilà ce que ça donne. Bon, alors je vais vous dire, quand on voyait ça, ça nous a, avec mon premier étudiant qui s'appelait Olivier Dia, ça nous a rendu un peu perplexes, à tel point qu'on ne comprenait pas comment, quand on faisait couler le type de structure que je vous ai montré, on retrouvait ce type de granulosité homogène. Alors, peu importe, on a passé beaucoup de temps, mais au bout du compte, voilà ce que ça donne de plus près. Vous voyez que ça fait des cellules hexagonales, comme ça, qui sont tous de la même taille et tous à côté les unes des autres. Alors ça, c'était extrêmement curieux, tout à fait inattendu, et on a fini par comprendre ce qui se passait. On appelait ça la phase oignon. Vous voyez, moi j'ai inventé la phase éponge et la phase oignon. Ma carrière, ça a été d'inventer des noms pour des phases qu'on trouvait. Et cette phase oignon, qu'est-ce que vous voyez? Des cellules, les lamelles, vous retrouvez la multilamellaire, qui forment en fait des vésicules multilamellaires, un peu comme des oignons, mais qui sont empilés les uns sur les autres, donc qui sont déformés par l'empilement compact, d'où les cellules hexagonales. Quand on faisait couler une phase lamellaire, on transformait ça en une phase oignon, c'est-à-dire des oignons empilés les uns sur les autres, et dont la taille variait en fonction du degré de cisaillement, et ça a été toute une histoire tout à fait passionnante. Donc ça, c'était la découverte de la phase oignon, donc on partait de ça, on cisaillait, on obtenait ça. L'échelle n'est pas tout à fait respectée, ça c'est typiquement quelques microns, entre 10 microns et 1 micron, selon la vitesse de cisaillement, voilà, ça vous donne l'ordre de grandeur de l'échelle. Voilà. Et alors, le truc fantastique, c'est quand vous avez fait cette phase oignon, si vous rajoutez de l'eau, vous décompressez tout ça, et les oignons, les petites vésicules multilamellaires de quelques microns, elles se dispersent dans l'eau sous forme de petites billes colloïdales, et ça vous fait des vésicules colloïdales, dont voilà typiquement une microscopie électronique, qui sont en suspension dans l'eau. Alors c'est là où on a eu l'idée que ça pouvait servir à quelque chose. Pourquoi? Parce que si vous mettez une molécule active, un médicament ou un parfum ou quelque chose, dans la phase lamellaire, vous cisaillez, vous faites des oignons. Évidemment, les molécules sont à l'intérieur de l'oignon. Vous dispersez dans l'eau, et vous avez encapsulé la molécule de départ. Et ça a été le début d'un procédé d'encapsulation extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que les procédés qu'on avait pour fabriquer
ce qu'on appelle des sphérulites, donc des petits objets dans lesquels était emprisonnée une molécule active dans un ensemble de type oignon, c'est-à-dire de vésicules multilamellaires. Bon, du coup, on a créé une entreprise avec mon camarade René Laversade. Lui, il a quitté le CNRS, il était au CNRS. René, c'était l'homme à tout faire. Et même maintenant, d'ailleurs, toujours, quand on a un problème à la maison, on appelle René, il sait tout faire. Voilà, il bricole, il sait tout réparer. Enfin, c'est l'homme miracle. Et donc, je m'étais dit, me connaissant, il faut que je prenne quelqu'un qui soit compétent. Et donc, j'ai demandé à René, qui était un copain de promo historique, si ça l'intéressait. Il a dit banco, il a créé l'entreprise. Et moi, j'étais le directeur scientifique, mais j'étais toujours au CNRS. Et donc, on a créé comme ça une entreprise qu'on appelait Capsulis. Alors, on a fait une gamme de médicaments avec une entreprise pour les animaux qui s'appelle Firbac, hein, qui fait des produits vétérinaires, et toute une gamme pour les chiens et pour les chats. Alors, je vous montre juste un exemple marrant. Voilà, ça, c'est les premiers chiens qu'on a traités. Et là, vous voyez les petites sphérulites sur la poêle des chiens. C'est le chien de l'ingénieur de recherche qu'on avait dans notre petite équipe et qui a servi de cobaye. Il fallait bien trouver des cobayes. Et ça, vous voyez, qui viennent se déposer sur les chiens pour amener un produit. Alors, on a fait une manie marrante, c'est avec les poissons. Parce que si vous avez un poisson et que vous voulez le soigner, c'est un peu compliqué. Hein. Et donc, l'idée, c'était de faire des sphérulites, ce qu'on a fait avec Virbac, de mettre un produit à l'intérieur de la sphérulites et de faire que la sphérulites vienne se poser sur les écailles des poissons pour amener le produit. Et donc, soigner le poisson. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a d'ailleurs démontré comment on pouvait faire ça avec un colorant en rouge. On a pris un poisson blanc, on l'a transformé en poisson rouge, en mettant le rouge dans les capsules. Et voilà les photos de microscopie électronique où vous retrouvez les petites capsules collées aux écailles du poisson. Voilà, donc on a transformé un poisson blanc en poisson rouge. Voilà. Bon, ensuite j'ai créé une deuxième société qui était d'utiliser les appareils qu'on avait inventés. Avec un étudiant qui finissait sa thèse, on a créé une autre société qui s'appelait Réo Control, qui proposait des appareils qui fassent, parce que tout le monde venait nous voir en nous demandant est-ce que vous pouvez pas nous faire des appareils comme vous, etc. Donc on a créé une société, ça s'est mal passé, peu importe. On peut raconter, avec ça c'était Philippe Thiraud. Alors maintenant il est quand même dans l'entreprise de rhéologie qui fabrique ces appareils, mais pour nous ça s'est mal passé. Philippe était mon étudiant en fin de thèse qui a créé l'entreprise Réo Control avec moi. Voilà, et donc vous voyez comment une curiosité complètement bizarre d'un chercheur qui a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait couler une phase lamellaire peut se transformer en une innovation technologique et une entreprise qui a été créée. Bon, je m'arrête là. Je vous remercie. On peut prendre quelques questions sur ce sujet-là et ensuite on passe à la suite. Merci à vous. Bon, voilà. Alors, juste pour résumer, vous avez bien compris que je voulais illustrer quelque chose qui me tient à cœur, c'est que les innovations technologiques ne résultent pas toujours de la recherche fondamentale, elles peuvent en résulter, c'est le deuxième exemple, mais que le premier, au contraire, c'est le besoin d'innovation technologique qui conduit à des nouveaux sujets de recherche fondamentale. Donc on n'a pas une relation, ce que j'appelle de causalité, donc une relation linéaire entre la recherche fondamentale et l'innovation technologique. C'est deux choses qui arrivent en parallèle, mais par contre, il faut que ça se parle ensemble tout le temps. Et la création de start-up est un court-circuit pour passer de l'un à l'autre extrêmement efficace. Voilà, je vous laisse poser des questions si vous en avez quelques-unes sur cette partie-là. Prenons quelques minutes. Alors, c'est toujours compliqué les premières questions. Voilà, vas-y. Alors, c'est... Deux. En fait, ils ont une épreuve de concours qui consiste à étudier un domaine. Ah oui. Ah, le TPE. Quelque chose comme ça. Ah oui, TIPE, c'est ça, TIPE. Oui, je sais parce que mes enfants ont fait prépa à l'époque où c'était déjà. Moi, j'ai jamais fait ça, moi, je ne sais pas faire. TIPE, oui, d'accord. En fait, je me demandais si c'était pertinent de faire des calculs d'entropie. Oui. Est-ce que je compare des lampes à lave physiques et des lampes à lave chimiques? C'est quoi un lampe à lave? Une lampe à lave. Avec des bulles de cire qui montent dans l'eau et qui descendent. C'est purement décoratif. Bon, d'accord. Et je voudrais juste savoir si c'était pertinent des fois de passer d'un calcul, par exemple d'entropie statistique, on va utiliser principalement pour des états microscopiques, quand on utilise des gaz, oui. Et de le reporter à des trucs macroscopiques. Alors, c'est un sujet compliqué parce que c'est un débat. Non, mais oui, m'entendent. Autant garde-le pour les questions. C'est un sujet compliqué parce que il y a une tentation des physiciens de faire ce que tu dis, c'est-à-dire d'utiliser la notion de désordre
de le relier à l'entropie, même pour des objets qui ne sont pas couplés à la thermodynamique. Donc, pas couplés par la thermodynamique, pardon, à la température. Alors, je vous donne quelques exemples. Les embouteillages, typiques. Quel autre exemple je peux donner? Bon, je n'ai pas en tête, mais enfin, il y a plusieurs exemples où les physiciens essayent, d'une façon ou d'une autre, d'utiliser la notion d'entropie pour représenter le désordre, mais dont le désordre n'est pas provoqué par les fluctuations thermiques liées à la température, mais provoqué par d'autres raisons. Bon, ça marche jusqu'à un certain point, donc c'est pas idiot de faire ça, parce que l'entropie est une notion qui, quelque part, caractérise l'état de désordre d'un système. En fait, qu'est-ce que c'est? Désolé de vous faire un peu de thermodynamique statistique. C'est l'entropie, c'est directement lié au nombre d'états que vous explorez. Et donc, effectivement, on n'est pas obligé de l'explorer uniquement par la température. Donc, ma première réponse, c'est ça se fait, c'est pas impossible. Quelle est la validité physique de ça? Ça peut encore être discuté, mais c'est quand même une façon de noter le désordre. D'ailleurs, comme vous le savez, l'entropie du monde n'arrête pas d'augmenter. Hein, le désordre, c'est lié à l'irréversibilité de la thermodynamique, au deuxième principe de la thermodynamique. Et donc, vous avez un système où l'entropie, dans un système fermé, n'arrête pas d'augmenter. Donc, l'entropie du monde augmente, pas seulement à cause de la température. Voilà. Un peu à cause de vous aussi, quand vous mettez le foutoir. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, ma première réponse, c'est pas idiot, et ça a ses limites, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur mon exposé ou les conséquences de ce que je viens de dire? Bon, oui, vas-y. Les compagnies pétrolières ont testé votre émulsion. Ah ben votre, c'était pas bien. Ils l'ont testé avant qu'on comprenne, bien sûr. Ça a marché. Bien sûr. Je vous dis, j'ai un petit flacon d'huile qui a été extrait par cette technique-là, par Esso, au sud de Paris. Et la réponse, oui, ça marche. Et donc après, ils ont abandonné parce que le prix du pétrole est retombé. Mais là, ils recommencent à l'utiliser parce que le prix du pétrole est monté. Alors, après, je vais pas vous décrire les problématiques techniques. Mais une des problématiques techniques, c'est comment fabriquer un tensioactif en très grande quantité qui coûte pas cher. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des fractions d'huile qui passent, ils font ce qu'on appelle une réaction de sulfonatation. Donc ils mettent des groupes sulfonates branchés sur l'huile, ça les rend tensioactifs et on peut, comme ça, in situ, fabriquer des tensioactifs pas trop chers sur place. Il faut une usine de sulfonatation pour faire ça. Mais bon, la réponse est oui, ça marche, on sait que ça marche. Mais bon, après, c'est une question de prix du pétrole, ça coûte cher de faire comme ça. Oui. Et après, comment est-ce qu'on fait pour reséparer? Alors, après, c'est relativement facile. Soit vous lavez avec de l'eau, parce que le tensioactif, il part avec de l'eau, et il s'en va dans l'eau. Soit vous distillez, enfin, il y a différentes techniques. Soit vous le diluez, c'est-à-dire qu'à la fin, vous en foutez, ça brûle quand même, le tensioactif. Mais si vous voulez les réutiliser, il faut les récupérer. Voilà. Ceci, je ne suis pas du tout un expert de l'utilisation des micro-émulsions pour le pétrole. J'ai travaillé sur d'autres domaines industriels. Vas-y. Non, moi, c'était la bonne question. Ah oui. Bon, donc j'y ai répondu. Voilà. Très bien. Vas-y, alors à droite et ensuite au fond à gauche. Vas-y. Vous avez décidé de lancer votre start-up. Ouais, alors comment on a procédé? À cette époque, on était en 1994, il n'y avait pas de loi Allègre, il n'y avait pas de règlement pour créer des entreprises par les chercheurs. Depuis, il y a eu plein de règles, et il y a des tas, dont d'ailleurs certains je m'en occupe, moyens de transfert de technologie, de capitalisation, etc. Donc créer une start-up aujourd'hui, c'est réglementé, et c'est en même temps, il y a des process avec des moyens d'aide, etc. À l'époque, il n'y avait rien. Donc moi, j'étais un peu bizarre, dans le sens que j'étais toujours au CNRS, j'avais créé ma boîte, et j'étais dans ce qu'on appelle une zone grise. Soyons clairs, ça veut dire un peu en illégalité. Bon, mais on m'a foutu une paix royale, d'abord parce que j'avais des résultats de recherche j'étais considéré comme un chercheur qui réussissait, donc c'est un monde où c'est très inégal, hein, le monde de la recherche, c'est un monde pyramidal, extrêmement inégal, et donc moi j'étais dans le côté où on me foutait la paix, donc c'était bien. En plus j'étais le directeur du labo, donc voilà, on me foutait la paix. Bon, mais de façon limite, hein, j'ai eu quelques épisodes un peu durs. Voilà, donc je l'ai créé dans une zone grise, à l'époque où il n'y avait pas tous les dispositifs qui existent maintenant. On a trouvé un peu de capital, on a commencé alors je ne vais pas vous raconter ça, c'est trop long et puis c'est marrant, quoi. On a fait des produits qui étaient un répulsif pour chiens et chats, et on était 2 directeurs de recherche, et on testait notre produit sur la place de l'église de Pessac. Donc on passait nos produits, après on en revenait pour compter le nombre de crottes qu'il y avait dans les endroits qu'on avait traités et les endroits qu'on n'avait pas traités. Enfin bref, c'est une longue histoire, c'est une longue péripétie. Mais j'ai appris le métier d'industriel à la dure, à l'époque de la start-up.
La start-up, pour aller très vite, elle a eu un certain succès, et puis on a passé un accord avec une entreprise pharmaceutique qui s'est mal passé. On a été obligé d'arrêter parce que on était en procès, et finalement, on l'a gardé comme un holding de brevets, c'est-à-dire qu'on avait passé des licences de brevets à plusieurs. Ça a rapporté un peu, pour ne pas dire suffisamment d'argent, mais ça n'a pas été un énorme succès. En tout cas, pas le succès qu'on voulait au début. Et ça, c'est la vie des startups. Oui, au fond à gauche. Merci beaucoup. Ma question va juste montrer que je n'ai rien compris. Pourquoi on consacre la dimension 2 et pourquoi du contre? Pourquoi on est passé de la dimension 0, 1, 2, et pourquoi on passe en dimension 3? Eh bien, parce que il n'y a pas de possibilité de mouvement d'un objet de dimension 3 dans un objet de dimension 3. C'est vrai, il faut comprendre que c'est des objets infinis qu'on traite. Donc, un point, c'est 0 dans un objet, ça se balade partout dans l'espace. Une ligne, ça se balade partout dans l'espace. Une surface, ça se balade partout dans l'espace. L'étape d'après, c'est un volume infini dans un volume infini. Bah, c'est le volume infini, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de degré de liberté, donc pas d'entropie. Voilà. Par contre, dans un espace, alors j'ai oublié de le mentionner, comme les physiciens des particules, ils étaient en dimension 4, ils pouvaient aller un peu plus loin. Bon, mais en fait, ce qui les intéressait, c'était la fluctuation des surfaces, c'était pas la fluctuation des volumes. Mais on pourrait imaginer une fluctuation de volume dans un espace de dimension 4. Voilà. Donc, c'est juste une question de géométrie. Ouais, en rebondissant là-dessus, et du coup, vos surfaces, notamment les surfaces éponges, elles sont fractales. Alors, super bonne question. Non, mais tout à fait. Un polymère, quand il fluctue, c'est une des grandes découvertes de Pierre-Gilles Diogène, c'est un objet fractal. Enfin, c'est pas de lui, c'est Flory. Le premier, c'est un physicien américain, Flory, qui a démontré que la forme que prend un polymère qui fluctue, c'est un objet fractal. Ce qu'a fait Diogène, avec une magnifique théorie qui s'appelle la théorie de la dimension 0, c'est de montrer que le polymère était en fait, c'est un peu compliqué, c'était en fait un objet théorique qui était équivalent à une fluctuation critique de dimension 0. Bon, peu importe les raisons, mais oui, c'est fondamentalement un objet fractal. Alors, la surface fluctuante est un objet fractal. Ce que je vous ai démontré, c'est mon ami David Nelson, qui est prof à Harvard, qui a fait le premier calcul de ça. C'est un objet fractal de dimension, alors je ne me souviens plus combien il y avait, 2,3, je crois, pas 2,1, 1,3 ou un truc comme ça. Voilà. Donc, effectivement, l'objet lui-même. Alors, la microémulsion, c'est pas un objet fractal. Parce que, il est, au lieu d'être froissé, il est connecté. Donc, il n'a pas le côté froissé, il remplit l'espace, et vous voyez, c'est une surface connectée comme une éponge, et donc, c'est pas fractal à cause de ça. Bon, mais on rentre un peu dans les détails. Mais réfléchissez, vous voyez que l'éponge ne peut pas être fractale, parce qu'elle est périodique, enfin, elle est auto-similaire. Voilà. Vous n'êtes pas tous obligés de poser des questions que personne ne comprend. Hein. Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et il en a une autre. Alors vas-y, maintenant que je t'ai fait la honte, tu peux y aller. L'apparition de trous. Mais après, quand vous avez montré. Alors, c'est pas des trous, c'est des fusions. Parce que. Des trous quand on passe de surface fluctuante à. Alors, d'abord, aucune des structures n'a de trou. Pourquoi? Parce que le trou, ça coûte très cher. Parce qu'un trou, il faut un bord du trou. Et ça coûte trop cher. Donc, vous n'avez pas de trou dans les structures. Par contre, vous pouvez avoir, de façon intermédiaire, au moment où vous avez deux surfaces qui se collisionnent et qui vont fusionner, vous pouvez avoir l'apparition d'un trou. Mais c'est transitoire, ça fait une barrière d'activation, mais à la fin, l'objet que vous avez, il n'a pas de trou. Il a des cols. C'est-à-dire, imaginez-vous deux surfaces, vous mettez un tube entre les deux, il n'y a pas de trou. Elle est connectée, il y a des trous, mais ce n'est pas un trou qui est lié à un bord de la surface. C'est, voilà. Comment vous modélisez au niveau. Votre modélisation, c'est une modélisation microscopique ou plutôt mésoscopique avec justement des barrières d'énergie plutôt empiriques? Alors, très rapidement, hein, vous avez, c'est ça la beauté des surfaces, vous avez deux courbures. Vous avez la courbure moyenne et la courbure gaussienne. La courbe gaussienne, elle est réglée par le théorème de Gauss, qui vous donne une théorie de topologie. La courbure moyenne, elle est au niveau microscopique, une surface qui se courbe, elle a deux rayons, un rayon dans un sens, un rayon dans l'autre. Donc, ces deux paramètres, la courbure moyenne et la courbe gaussienne, sont les paramètres qui conditionnent la physique des surfaces fluctuantes. Enfin, honnêtement, là, tu es en train de me pousser dans des... On va perdre l'assistance, là.
Oui, ben c'est un modèle mathématique, ah, exactement. La physique statistique consiste à faire des modèles mathématiques des objets. Donc voilà. Donc nous, on a démontré que, par exemple, on avait des fluctuations topologiques. Voilà, et que ça participait à la compréhension des surfaces fluctuantes. Alors voilà, je ne veux pas vous parler de fluctuations. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut passer un petit peu à ma carrière, et puis après on arrête. Enfin, après les questions. Alors, vas-y, vas-y. Si t'es lynché en sortant, c'est de ta faute. Hein. Vas-y. Quand on fait du cisaillement, ouais. on fait un peu penser aux structures qui apparaissent, par exemple, à des instabilités de Rayleigh-Bénard, alors, est-ce qu'il y a des liens? Oui, alors, le lien, alors Rayleigh-Bénard, juste, Rayleigh-Bénard, c'est quand vous prenez un fluide et que vous faites une différence de température entre le haut et le bas, vous avez des rouleaux qui se forment spontanément, et ces rouleaux, c'est une structure dynamique qui est liée à la différence de température, que le fluide se met à avoir ce qu'on appelle de la convection, il se met à tourner. Bon. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des... Alors, c'est pareil et pas pareil. C'est pas de l'hydrodynamique, ça m'entraîne un peu loin. Mais juste pour répondre, il y a des similitudes, c'est-à-dire que ce sont des transitions dynamiques, et pas donc des transitions hors d'équilibre, et pas des transitions à l'équilibre. Mais ça pose un problème très profond qui n'est pas résolu, du fait que ce n'est pas de l'hydrodynamique, c'est un couplage entre l'hydrodynamique et la thermodynamique, parce que les structures, elles sont d'origine thermodynamique, et du coup, ça remet en cause tout un tas de problèmes de rhéologie, où les rhéologues, qui sont des mathématiciens appliqués, utilisent une vision de mathématiciens, c'est-à-dire avec des équations d'état, et ça, tu peux pas l'appliquer à ce qu'on a trouvé, alors que tu peux l'appliquer au Rayleigh-Bénard. Bon, là, vraiment, je suis désolé, hein, je n'avais pas prévu qu'il y avait un spécialiste dans la salle. Bon, donc voilà. Alors, ma carrière, je vais que je pose moi, et de réponses que je donne moi. Voilà. Donc, comme ça, je suis sûr d'avoir les bonnes questions. Mais après, vous avez le droit aux autres questions que vous posez. Hein. Bon. Alors, ma première question que je me pose, c'est pourquoi j'ai fait de la science. Alors, pourquoi j'ai fait de la science? C'est pour de mauvaises raisons. Et vous allez voir que toute ma carrière, c'est pour de mauvaises raisons. Alors, pourquoi j'ai fait de la science pour de mauvaises raisons? La raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une autre assemblée, j'étais un cancre à l'école. Mais un cancre de chez cancre, c'est-à-dire que, je crois que c'est en troisième, le prof principal est venu me voir en me disant « Roux, si vous passez, toute la classe passe ». Juste pour vous donner le niveau où j'étais. Bon. Comme j'avais déjà redoublé ma sixième, je devais faire un cycle court, si je redoublais. Et je devais aller, moi, j'aimais déjà bien manger, donc je m'étais dit « Je vais faire une école hôtelière ». Bon, il s'avère que toute la classe est passée, donc je suis passé. J'ai raté ma vocation de cuisinier. Bon. Donc, mais le seul domaine où j'étais un peu moins mauvais que les autres, c'était les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Il y a des profs de maths dans la salle, oui. Bon. Alors ça m'a fait me fâcher avec les profs de maths, parce qu'à une émission de France Culture, j'avais expliqué que les mathématiques, c'était la science des paresseux. Alors comme j'étais très paresseux, et que le domaine où j'étais le moins mauvais, c'était les mathématiques, j'en ai conclu que c'était la science des paresseux. Parce que j'avais compris que les mathématiques, il suffisait de comprendre un peu, puis il n'y avait rien à apprendre, et quand on avait compris, on arrivait à s'en sortir. Donc, du coup, c'était le seul domaine où j'étais pas trop mauvais, parce que j'étais vraiment très paresseux. Voilà. Et donc, jusqu'à la terminale, j'étais paresseux, j'étais un peu moins mauvais en mathématiques dans le reste, et puis en terminale, j'ai eu un sursaut d'orgueil, ou plutôt d'orgueil qu'autre chose, je me suis mis à travailler, et puis après, quand j'ai vu qu'en travaillant, il y avait des résultats, comme il y avait des résultats, ça m'encourageait, donc j'étais parti dans le cercle vicieux de réussir à l'école. Mais en terminale, c'était très tard. Bon, donc donc le seul domaine que je comprenais à peu près, c'était les sciences, mathématiques d'abord, et puis après j'ai découvert la physique, et je trouvais que c'était sympa, la physique, ça expliquait un peu comment ça marche, et voilà, donc du coup je me suis intéressé à la physique, puis après, après je suis rentré en classe préparatoire, j'ai fait l'école normale supérieure de Saint-Cloud, et puis après, alors ça c'est pourquoi j'ai choisi la science, c'est parce que c'était là où j'étais le moins mauvais, c'est une très mauvaise raison. Alors pourquoi j'ai choisi la recherche? Parce que j'étais rentré dans une école qui forme des enseignants, et en fait, je voulais être enseignant. Moi, j'aurais voulu être prof. Voilà. Et puis, en quatrième année d'école, j'avais un maître assistant qui s'appelait Bernard Bigot, qui a ensuite eu une carrière, mais qui était tout jeune à l'époque, et qui est venu me voir en disant « Non, Didier, il faut que tu essayes la recherche. Va pas prendre un poste d'enseignant sans essayer la recherche. » Bon, moi, je dis « Pourquoi pas ?» Et alors, la raison pour laquelle, alors, je l'ai déjà dit, donc je peux le répéter, il n'y a pas beaucoup de profs là, hein, vous écoutez pas. La raison pour laquelle je voulais être prof, c'est que je me voyais pas vivre sans avoir au moins 3 mois de vacances par an. Donc, une très mauvaise raison. Donc, pourquoi j'ai choisi la recherche? Pour de très mauvaises raisons.
Donc je me vois, je vous rassure, hein, c'est complètement idiot. Ce que je dis, ça, c'est vraiment complètement une mauvaise raison. Bon, mais toujours est-il que il m'a donné ce qu'on appelle une 5e année d'école, parce qu'à l'école normale supérieure, on a la chance d'être payé. Donc j'étais payé, il m'a payé une 5e année d'école pour faire une thèse en 3e cycle d'1 an. C'était des thèses en 2 ans, je l'ai faite en 1 an pour pouvoir voir ce que c'est que la recherche. Bon, et puis là, j'ai commencé à m'intéresser. Je me dis, c'est marrant, c'est comme s'amuser finalement la recherche. On se pose des questions, on essaye d'y répondre et tout, c'est super. Donc je suis rentré au CNRS en disant, je vais continuer à m'amuser, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc j'ai choisi de la recherche pour de très mauvaises raisons. Alors qu'est-ce que j'ai appris? Alors, d'abord, j'aurais dû répondre à qu'est-ce que j'ai appris quand j'ai choisi la science. Un point très important, et c'est la raison ensuite de mon investissement plus tard comme retraité, je vais vous expliquer pourquoi. On peut rebondir à n'importe quel moment. Rendez-vous compte, j'étais un cancre jusqu'en terminale. Alors maintenant, je suis pas sûr que je serais arrivé jusque-là, mais à l'époque, j'étais un cancre jusqu'en terminale, et je me suis devenu bon élève à peu près à partir de la moitié de la terminale. Je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a jamais de fatalité. Il suffit, mais j'étais motivé, j'avais entre les deux trouvé une motivation. Et l'importance de la motivation, j'y reviendrai, c'est un point très important. Alors, ce que j'ai appris comme chercheur, c'est que la recherche est un métier absolument passionnant. Je me suis vraiment fait un énorme plaisir dans le milieu de la recherche, mais c'est un métier très, très élitiste d'une certaine façon, et je le compare souvent à un mélange de sport de haut niveau et de show business. Alors le côté sport de haut niveau, c'est comme le sport, il faut travailler tout le temps, s'entraîner tout le temps, pour avoir quelquefois une grande joie qui est de découvrir quelque chose. J'ai pas découvert grand-chose dans ma vie, j'ai dû faire 2-3 grandes découvertes, c'est tout, enfin grandes découvertes intéressantes, enfin qui ont intéressé les autres. Mais c'est beaucoup de travail, et voilà, donc il y a un côté, c'est un métier très exigeant. Ce que j'ai aussi appris, c'est que, alors ça c'est dans mon métier de directeur de recherche, d'encadrer des étudiants, c'est que encadrer un étudiant, donc lui travailler avec une équipe si on veut, c'est très différent, enfin pour moi ça a été très différent quand on était jeune et que j'ai pris un peu de maturité. Très rapidement, au début, mon encadrement d'étudiant, c'était de lui faire faire ce que j'aurais eu envie de faire. Très très mauvaise façon de faire avec des étudiants. À la fin, c'était lui trouver un domaine dans lequel il y a quelque chose à trouver, et puis de temps en temps essayer de le remettre sur les rails. Bien meilleure façon d'encadrer un étudiant. Voilà, donc j'ai appris des choses comme ça. Alors pourquoi j'ai créé des startups? Pour de très mauvaises raisons. Alors, vous avez compris d'où ça vient, la découverte sur le cisaillement, etc. Et je connaissais rien à l'industrie, j'avais jamais eu un contrat industriel, j'étais sur des problématiques quand même assez fondamentales. Donc vraiment, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'une start-up. Et bien, comme j'en avais aucune idée, je me suis dit, ça serait marrant d'essayer. Donc c'est purement, de nouveau, de la curiosité, et puis se dire pourquoi pas. En plus, j'avais René qui était à côté de moi, que je sentais qu'il était capable de faire des choses en complément de ce que moi je savais faire. Donc on a créé cette start-up, mais vraiment sans du tout aucune idée long terme. Ensuite, j'ai eu la chance, tout en restant au CNRS, d'être nommé directeur scientifique adjoint de Rhône Poulenc. Donc j'avais 2 métiers, enfin j'en avais plus que ça, j'avais mon métier de chercheur au CNRS, mon métier de directeur scientifique adjoint de Rhône Poulenc, qui était, on peut dire c'était demi-temps, mais c'était plus près de plein temps, et puis j'avais mes startups à m'occuper, et puis en plus je m'étais un peu occupé du conseil régional, voilà, où je m'occupais du transfert de technologie. Bref, je faisais beaucoup de choses. Voilà, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, mais qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Alors ça rentre à la troisième. La deuxième raison, c'est pourquoi j'ai quitté la recherche fondamentale. Donc là, je suis arrivé à 50 ans. 50 ans, j'avais une reconnaissance de chercheur très très bonne au niveau international, j'étais invité dans tous les congrès, etc., enfin, au moins dans mon domaine. Je m'occupais du conseil régional, je m'occupais de mes startups, je m'occupais de Rhône Poulenc qui était devenu Rhodia entre-temps. Bref, j'étais un homme occupé. Bon. Et là, je me rendais compte que la partie qui m'avait le plus plu dans la recherche fondamentale, c'est quoi? C'est la partie égoïste d'essayer de comprendre les résultats qu'on a. Il n'y a rien de plus excitant que d'avoir des résultats et puis de se casser la tête pour essayer de les expliquer avec des théories, avec d'abord de l'imagination, puis après des théories, etc. Moi, j'ai toujours mélangé expérience et théorie. J'étais un peu des deux. Bon. Et c'était passionnant. Puis je m'apercevais qu'avec tout ce que je faisais,
honnêtement, j'étais un peu moins efficace, c'est le sport de haut niveau, sur la partie recherche fondamentale. Mais j'avais la chance d'avoir des étudiants qui étaient très bons et qui faisaient ça très bien à ma place. Donc je me suis rendu compte que je pouvais continuer à faire ça pendant très longtemps parce que finalement, j'avais plus grand-chose à faire. J'avais des bons étudiants, il suffit de leur trouver un sujet, de les aider de temps en temps et ça tournait. Et puis après, récupérer les résultats et les représenter. Enfin, j'ai des copains qui ont fait toutes des carrières fantastiques comme ça. Mais franchement, à 50 ans, je me voyais pas continuer comme ça. Et je me suis dit, lorsqu'on m'a proposé le poste de directeur de la recherche de Saint-Gobain, comme j'avais goûté à l'industrie avec Ron Poulenc et avec les startups, je m'étais dit, quand même, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi, et ça me plaît. Mais il y a quelque chose d'autre que je me suis dit. C'est que j'avais pris des responsabilités au sein du système public comme directeur de laboratoire, et on m'avait proposé tout un tas de postes que j'avais refusés au sein du CNRS. Et j'avais vite pris conscience qu'il y avait une grosse différence dans l'activité collective que j'avais dans le monde industriel et dans l'activité collective que j'avais dans le monde public. La grosse différence, c'était quoi? Je vais vous la traduire toujours par une pirouette. Quand je disais quelque chose dans le monde public, c'était super, je pouvais dire n'importe quoi, il se passait rien. Donc, c'était pas grave. Donc, je pouvais dire n'importe quoi, même comme directeur de labo. Quand je disais quelque chose à Ron Poulenc, ou ensuite à Rhodia, puis ensuite à Saint-Gobain, il y avait une équipe qui travaillait, qui faisait ce que je disais. Donc, il fallait que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'ils le faisaient. Donc, on ne peut plus dire n'importe quoi. Et donc, quelque part, je me suis rendu compte de l'efficacité du monde industriel par rapport au monde public en termes de réalisation collective des choses. Et ça me plaisait beaucoup, donc j'ai basculé dans le monde industriel. Voilà. Donc, j'ai quitté la recherche fondamentale pour de mauvaises raisons, mais j'avoue que j'ai été très, très heureux comme directeur de la recherche de Saint-Gobain, comme je l'avais été d'ailleurs avec Ron Poulenc et Rhodia ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris l'efficacité du travail collectif quand il est organisé. Ça, j'avoue que pour moi, ça a été une vraie découverte du travail en équipe, du fait d'avoir des gens compétents autour de soi. Et puis, en même temps, j'ai découvert l'importance de l'alignement, c'est-à-dire d'avoir tout le monde qui va vers le même objectif et l'efficacité très forte de l'alignement du travail des gens vers un objectif commun. Et puis, j'ai découvert quelque chose que, voilà, vous connaissez pas, mais qui m'a passionné, c'est le marketing. Alors, tous les scientifiques méprisent le marketing, pas moi. Le marketing, c'est une science, surtout le marketing stratégique, absolument merveilleuse. Et j'ai découvert le marketing, c'est-à-dire pour moi, de comprendre les besoins du marché. De quoi la société a-t-elle besoin et comment fabriquer le produit dont elle a besoin. Voilà, en gros, comment je vois le marketing. Donc, c'est pas le marketing commercial qui est de comment j'essaye de vendre un produit, c'est comment j'essaye de trouver le produit à fabriquer. Voilà. Alors enfin, aujourd'hui, je m'occupe de plein de choses. Alors, je suis à la retraite, mais je suis le président de la fondation La Main à la Pâte. Je reviens dessus pourquoi. Et je m'occupe beaucoup de start-up. Vous avez compris que c'était une partie importante de mon intérêt. Donc, je préside une technopole qui a 150 start-up et qui crée des start-up régulièrement. Je suis moi-même investisseur dans les start-up. Donc, je suis au conseil d'administration de 8 sociétés, 5 start-up et 3 PMI-PME. Une en Norvège, une en Allemagne et une en France. Et puis, les start-up, c'est surtout des start-up françaises. Et voilà, je fais plein d'autres choses. Je donne des conférences devant vous, mais aussi un peu partout. Voilà, et je suis tout à fait occupé et très content d'être occupé. Alors, pourquoi la chose qui me tient le plus à cœur, c'est La Main à la Pâte, bien sûr, la fondation La Main à la Pâte, qui a été créée par l'Académie des sciences au départ avec Georges Charpak lorsqu'il a eu le prix Nobel. Alors, pourquoi je m'occupe de La Main à la Pâte? Alors là, c'est pour de très bonnes raisons. La première, vous l'avez compris, c'est mon histoire personnelle. J'étais un cancre, j'ai découvert qu'en travaillant, on avait des résultats. Je me dis, putain, on peut pas faire du gâchis avec tous les gamins, quoi. C'est pas possible. Donc, il faut quelque part motiver, intéresser les gamins très tôt pour éviter de faire des gamins comme moi. Donc, alors pourquoi? Parce que ma femme est professeure des écoles. Enfin, elle est à la retraite maintenant, mais elle était professeure des écoles. Et elle utilisait ce qu'on appelle les méthodes d'investigation en mathématiques, qui sont des méthodes qui consistent à faire participer les élèves, etc. Et j'étais admiratif de ce qu'elle faisait. Alors, comme je dis souvent, ça plaît beaucoup aux journalistes, ce que je raconte, c'est que moi, j'aurais adoré avoir ma femme comme maîtresse. Et effectivement, je la voyais travailler. D'abord, elle travaillait presque plus que moi, et j'étais admiratif de ce qu'elle faisait. Et La Main à la Pâte fait le même type de technique, plutôt en physique, mais aussi en mathématiques, c'est-à-dire des méthodes d'investigation qui consistent à faire participer les gamins. Et évidemment, la participation des gamins déclenche la motivation.
La motivation, c'est exactement ce qui m'avait fait évoluer. Donc, quelque part, je bouclais ma carrière en m'occupant de la main à la pâte parce que je m'étais dit, si j'avais eu un enseignement de type la main à la pâte, je me serais intéressé à l'école beaucoup plus tôt. Voilà, donc c'est ma motivation pour la main à la pâte. Donc là, c'est pour de bonnes raisons. Alors, ce que j'ai aussi appris, c'est évidemment, vous l'avez compris, le rôle de la curiosité et de la motivation. Ne pas hésiter à changer de voie, à faire des nouveaux idées, mais il faut travailler suffisamment pour chaque voie. Donc l'équilibre, c'est il faut travailler suffisamment pour avoir des résultats, mais il ne faut pas hésiter à changer de temps en temps, mais pas changer tous les 6 mois. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et je prône pour un système éducatif beaucoup plus souple, avec beaucoup de passerelles, parce que j'ai eu la chance d'avoir un système relativement permissif pour moi, mais aujourd'hui, je pense que je ne serais pas arrivé jusqu'au baccalauréat, en tout cas dans des conditions difficiles, et donc c'est l'importance des passerelles. C'est-à-dire on peut avoir une voie, puis un jour en découvrir une autre, être motivé et la faire. Donc il faut essayer de faire des systèmes, je le dis ça pour monsieur l'inspecteur, le plus souple possible, c'est-à-dire qu'on puisse passer d'une voie à l'autre dans le système éducatif, mais aussi après dans la vie professionnelle. Voilà. Donc j'ai à peu près terminé. Vous avez compris que j'ai jamais réfléchi, je me suis jamais fait plan de carrière. J'ai toujours eu la chance, par accident, de tomber sur des choses qui m'intéressent. Mais je reviens, curiosité, motivation. Curiosité pour découvrir des choses qui sont intéressantes et motivation pour être capable de les réaliser et de les faire. C'est ce qu'il faut un peu retenir, en tout cas moi, ce que je retiens de ma carrière. Je vous remercie énormément et on peut passer un peu de temps pour répondre aux questions. Merci. Alors, au fond à droite là, milieu à droite plutôt, c'est pas au fond. Oui. Pour venir expliquer maintenant à des jeunes. Ah ben non, la raison, bon, c'est un peu la même que la main à la pâte, c'est que c'est pour vous encourager sur les choses qui me paraissent importantes. Alors évidemment la science pour ceux qui veulent faire de la science, mais plus généralement se dire que c'est pas parce qu'on est un mauvais élève qu'on peut pas avoir une carrière brillante. C'est pas parce qu'on est en situation d'échec qu'on peut pas à un moment donné rebondir et faire autre chose. Donc ça c'est pour moi la chose la plus importante. Il n'y a pas de système prédéfini. Mais à un moment donné, il faut quand même être motivé et travailler. Voilà. C'est-à-dire que le passage de la situation d'échec, surtout la mienne, qui était liée au fait que je faisais rien, donc le résultat était directement proportionnel à mes efforts, c'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, la motivation et le travail, j'ai découvert que c'était... mais travailler quand on est motivé, c'est très, très, très différent de travailler quand on n'est pas motivé. Voilà. Donc c'est pour ça que je couple motivation et travail. Voilà. Donc la raison pour laquelle je suis ici, d'abord j'aime bien rencontrer des voilà, c'est sympathique. Et puis alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est une mission de l'Académie des sciences. Je suis membre de l'Académie des sciences et l'Académie des sciences a comme vocation de promouvoir la culture scientifique dans l'éducation et dans le grand public. Donc la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je suis le conservateur du château d'Abadia qui est à Hendaye et que on a décidé de mettre en place des systèmes où on fait la promotion de la culture scientifique localement, Pays Basque et Béarn, de façon à faire savoir que la science c'est bien, que les carrières sont diversifiées, qu'il y a des choses à faire. Voilà. Mais c'est essentiellement lié à l'Académie des sciences. Et l'Académie des sciences, bon, on est élu par ses pairs scientifiques, donc c'est 200 personnes en France, c'est très peu de monde. On est élu, mais elle a comme vocation de faire la promotion de la culture scientifique, une fois plus en milieu scolaire et ailleurs. Voilà. Et la main à la pâte, c'est une sorte de bras armé de l'Académie des sciences dans l'éducation nationale. C'est pas la seule mission de l'Académie des sciences. Non, c'est pas la seule. Mais c'est aussi une sorte d'endroit de réflexion sur les métiers de la recherche, l'évolution mondiale de la recherche, etc.
il y a d'autres missions de l'Académie des sciences. Mais pour moi, la promotion de la culture scientifique, c'est une mission très importante parce que elle consiste à toucher. Alors, on donne des prix aussi, on donne beaucoup de prix. Ça, mes collègues académiciens adorent donner des prix. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Mais sauf que j'en ai eu dans ma vie, donc je suis content de les recevoir. Hein, donc, mais je suis pas forcément excité de les donner. Donc, je préfère les recevoir tous. Mais ça, c'est pas possible parce qu'on peut pas donner des prix à des académiciens. Donc ça, je suis foutu. Au fond à gauche. Merci beaucoup pour la présentation. Je me pose une question. À quel moment, je partage complètement votre point de vue sur ce que c'est que la mathématique et le code de paresse. Et du coup, je me pose la question, à quel moment est-ce que vous avez vrillé, en ce sens, à quel moment est-ce que vous avez quitté les mathématiques pour la physique? En fait, c'est en classe préparatoire, parce que moi je suis rentré en classe préparatoire, donc ce qu'on appelle maths sup. Hein. Là, on fait de physique et maths indifférenciés. Et après, quand il s'agit de passer en maths spé, c'est le même système qu'aujourd'hui, vous avez des filières plus mathématiques et plus physiques. Et moi, je m'étais déjà un peu passionné pour la physique, je trouvais ça intéressant. Les mathématiques m'intéressaient, la chimie m'intéressait aussi beaucoup. Et en fait, j'ai basculé vers la physique pour faire ce qu'on appelle PC étoile maintenant et qui s'appelait P' à l'époque, pour mon intérêt en physique et en chimie. Et en fait, quand je suis rentré à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, j'ai choisi la section chimie. En fait, j'étais intéressé par les deux, mais j'avais compris que si on prenait la section physique, on faisait plus de chimie, très peu, alors que si on prenait la section chimie, on faisait encore de la physique. Donc j'avais décidé de faire de la chimie. Mais en fait, toute ma vie, j'ai fait de la physique. Donc, c'est la vie. Voilà. Comme je dis, tout ça, c'est des mauvaises raisons. Donc, mes choix ont toujours été des mauvaises raisons, sauf de m'occuper de la main à la pâte. Oui. On parle beaucoup du manque de moyens qu'a la recherche en France, comparé à d'autres pays. Par exemple, du manque dans ces métiers-là, où du moins les chercheurs sont très rémunérés. Est-ce que vous pensez vraiment que la recherche a de l'avenir en France? Alors, ça, c'est une question. Alors, d'abord, moi, j'ai eu la chance, j'ai quitté la recherche en 2005. Et en 2005, il y a eu deux choses importantes. C'est qu'il y a eu la création de l'ANR, c'est-à-dire le moment où les chercheurs demandaient des sous par des concours. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi, je me suis jamais posé une seule question de savoir où je trouvais l'argent pour faire la recherche. Hein. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. Donc comme j'ai dit, j'ai deux chances dans ma vie. Je suis né après la pilule et avant l'ANR. Voilà. Donc j'ai évité les deux. Bon. Enfin, j'ai bénéficié des deux. Donc l'ANR, donc c'est des chercheurs qui doivent poser un projet pour bon. Alors ça a quelques avantages et des défauts. Bon. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, ayant beaucoup suivi ça, et c'est un des rôles de l'Académie des sciences que de faire des rapports là-dessus, c'est clair que la science française est sous-financée. De façon d'autant plus que, malgré toutes les priorités qu'annoncent les hommes politiques, la réalité des choses, c'est qu'il y a effectivement de moins en moins d'argent dans le monde de la recherche et que ça se sent. Alors, c'est un métier international. Donc la science en France va mal, mais elle va mal aussi en Italie, elle va mal, moyennement mal en Allemagne, il n'y a pas qu'en France. Bon. Elle va très mal aux États-Unis. Si vous avez suivi ce qui s'est passé avec Trump, c'est une catastrophe aux États-Unis. Mes amis américains, je les ai jamais vus autant catastrophés qu'en ce moment. Hein. Trump est en train de démolir la recherche américaine en quelques années. Hein, ça va se sentir. Voilà. Par contre, ça explose en Chine, en Asie, voilà, fantastique, etc. Donc, on peut encore faire de la bonne recherche en France. On a des atouts, mais c'est vrai qu'on passe une période de vache-maigre en ce moment difficile et liée au financement. Mais tous les financements publics vont devenir de plus en plus difficiles pour des raisons de déficit budgétaire énorme, auxquels d'ailleurs on ne répond pas. Donc, il y a un vrai problème de fond du pays France par rapport à comment elle vit sa dette, et elle va réussir à sortir de son problème de dette et financer des actions positives, c'est-à-dire ne pas financer le passé, mais financer l'avenir. Et ça, c'est un vrai sujet au niveau politique. Donc, il y a des élections, voter, et c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est très important. Voilà, vous êtes à peu près tous en âge de voter, donc votez. Mais votez pour des gens bien, hein, pas pour des... Voilà. OK. Bien. Bon, ben, une autre question. Alors, c'est pas sur la physique statistique. Ouais. La motivation. Ben, moi, je suis persuadé que ça peut être n'importe quoi. Dans mon cas, c'était l'orgueil. En fait, pour des raisons que je ne contrôlais pas et accidentelles, je me suis retrouvé, j'étais dans la seconde C7, enfin des premières C5, enfin
il n'y avait pas de classe de niveau, mais il y avait des classes de niveau à mon époque. Donc j'étais plutôt dans les bas-fonds. Alors j'étais en C, c'est-à-dire en scientifique, uniquement parce que j'étais un peu moins mauvais en maths et que j'étais nul dans tout le reste, donc on savait pas où me mettre, donc j'étais en C. Mais j'étais dans les bas-fonds, les dernières classes où il y avait tous les cancres, donc j'étais un cancre parmi les cancres, donc c'était très bien. Mais quand même, j'étais le dernier des cancres parmi les cancres, donc j'étais vraiment pas très haut. Et par un accident que je vais pas détailler, mais qui est lié à la mère d'un copain qui était au conseil de classe, et parce que j'étais un peu moins mauvais en maths, elle m'a fait passer en terminale C1. Alors, terminale C1 dans le lycée où j'étais, qui était à Courbevoie, c'était les latins grecs, 100% de réussite au bac, bref, la classe d'élite. Je me suis retrouvé dans une classe d'élite sans l'avoir demandé par accident. Et là, premier cours de physique, première interro, 1 sur 20. La prof de physique vient me voir, me dit « Roux, comment vous avez fait pour passer ?» Moi, j'avais rien demandé à personne. Voilà, donc là, premier cours de maths, le prof de maths qui était un peu la vedette du lycée, il avait 100% de réussite au bac et tout, je m'assois, je commence à écouter, comme je faisais d'abord en maths, et il vient « Mais Roux, vous prenez pas de notes ?» J'avais jamais pris de notes de ma vie. Donc, bon, j'ai sorti un vague cahier, j'ai commencé à prendre des notes. Bon, donc j'étais complètement décalé dans ce monde-là. Et puis, bon, désolé pour les bons élèves, j'ai eu un sursaut d'orgueil en me disant mais je vais pas quand même me laisser bouffer par tous ces premiers de classe là avec des lunettes. Désolé pour ceux qui portent des lunettes. Et j'ai eu un sursaut d'orgueil, donc une très mauvaise raison. Et ce sursaut d'orgueil m'a fait travailler un peu et j'ai vu qu'en travaillant j'avais des résultats et c'est là où ça s'est enclenché. Voilà. Mais c'est pas la seule raison pour faire de la motivation. Je pense que cette motivation est une très mauvaise motivation. Ça peut être envie de faire un métier. Ça peut être un intérêt pour un domaine. Il y a plein de façons d'être motivé. Et ce qui est important, c'est la motivation entraîne le travail avec plaisir et les efforts qu'on fait en travaillant alimentent la motivation. Voilà, c'est ce cercle vertueux, motivation, travail. Maintenant, moi, je peux pas donner d'autres exemples que le mien. Hein, voilà. Du coup, avec l'association La Main à la Pâte, oui. Comment vous essayez de... Alors, ça, c'est l'objectif de La Main à la Pâte, qui est de déclencher la motivation. Comment on déclenche la motivation? Donc, on s'occupe beaucoup d'écoles primaires et de collèges, mais beaucoup d'écoles primaires, et on le fait dès la maternelle, donc très tôt. Vous le savez peut-être, mais il y a une étude de l'ADEP. L'ADEP, c'est un des rares systèmes qui fonctionne au ministère de l'Éducation nationale. Surtout, ne répétez pas ça, mais je le dis aussi au ministère. Hein. L'ADEP, c'est pas mal, ils font des études pas mal. Il y a une étude récente qui montre que, je vous donne cet exemple-là parce qu'il est important, que au début du CP, filles et garçons, ils sont à égalité vis-à-vis des sciences. À la fin du CP, il y a un décalage. On est au CP, hein. Très tôt, alors c'est vrai entre filles et garçons, mais c'est vrai aussi les garçons entre eux, entre ceux qui s'intéressent aux sciences et ceux qui ne s'intéressent pas. Donc ça se décale très vite. D'où l'importance d'intervenir très tôt. Et d'intervenir par la motivation. Alors comment on déclenche la motivation en sciences? C'est assez facile. C'est les gamins jusqu'à 12 ans, 13 ans, donc jusqu'à la 4e, on va dire, ils ont une curiosité infinie. Moi, je veux dire, quand je passe dans les classes, je suis ébahi de la curiosité des enfants. Ils ont alors, c'est un peu désordonné, etc., puis il faut les canaliser, mais ils ont des questions sur tout, ils s'intéressent à tout, et dès qu'on parle de science, ils sont passionnés. Comment est-ce qu'on passe de ça à la réalité des choses plus tard, où il y a un rejet mathématique et scientifique, globalement, d'une classe d'âge? C'est parce que on n'a pas su, je pense, les faire s'intéresser aux sciences comme étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire répondre à de la curiosité. Et donc, la main à la pâte, c'est une méthode, ce qu'on appelle active, qui consiste à impliquer les enfants dans l'éducation, c'est-à-dire quoi? Faire ce qu'on appelle la démarche scientifique. On observe, on se pose une question, on réfléchit, on met en place un dispositif expérimental, on regarde les résultats, on en discute, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, on raisonne, et à la fin, on construit de la connaissance. Et cette connaissance, elle est basée sur une participation des enfants à l'expérimentation. Alors, c'est pas de faire des enfants des chercheurs, parce que les questions qu'on se pose, c'est le chercheur, il va essayer de répondre à une question où personne n'a la réponse. Les enfants, ils répondent à une question où tout le monde a la réponse. Mais justement, mais pas eux. C'est comment on construit la réponse à travers cette motivation qui vient du fait que les questions, ils se les posent à eux. Et ils retrouvent la réponse chez eux à la question qu'ils se sont eux posée et aussi au travail en équipe. Ils le font en groupe et après on teste ce qui marche pas, on débriefe et voilà, et on arrive à la conclusion, ça marche et voilà pourquoi et c'est comme ça qu'on construit de la connaissance.
Donc, la motivation, elle vient de la participation des élèves jeunes au questionnement et de montrer que la démarche scientifique, c'est une démarche qui n'est pas seulement scientifique, qui marche dans tous les domaines, où le fait de se poser des questions et d'essayer soi-même d'y répondre en étant encadré, en ayant des éléments qu'on va construire pour y répondre, ça permet de construire la motivation. Je vais rebondir là-dessus. Je prends ici la DSDEN du 104. Là, la direction, l'institution académique du département. oui. Vous avez des conseillers pédagogiques pour primaire en art plastique, en art visuel, Oui. en langue régionale, en Oui. en mathématiques. Il y en avait aucun en sciences. Ouais. Il y avait un CREST. On avait la chance, dans son cas, d'avoir un CREST, donc un centre de ressources pour l'enseignement des sciences et techniques. L'ancien Jazen a décidé de le supprimer ou de le réduire à une ridicule, et donc on n'a plus du tout de personnes compétentes pour aller construire des séquences pédagogiques dans les écoles primaires. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les dysfonctionnements de l'éducation nationale parce que ça va me prendre des heures. C'est comment avec du personnel qui est très souvent tout à fait raisonnable et pour ne pas dire exceptionnel. Il n'y a pas que ça, hein, je ne me cache pas les yeux. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens très engagés. Comment on arrive à faire un système qui est, entre guillemets, si peu efficace au niveau global. Donc, on a aujourd'hui, je peux vous le dire, à l'Académie des sciences, une réflexion qui a été lancée par une collègue, une consoeur de mathématicienne, Laure Saint-Raymond, qui est une femme absolument fantastique. On est d'ailleurs passé avec elle dans le Béarn. Et elle a lancé, on est quelques-uns à travailler avec elle, autour d'une réflexion, entre guillemets, pour préparer les élections de 2027, pour effectivement que la France réalise que son système éducatif va très mal, qu'on ne peut pas continuer à le laisser se dégrader et qu'il faut le reprendre en main. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'organisation, etc. Voilà. Donc je ne veux pas rentrer là parce que ça serait faire de la politique, mais sachez comment au niveau de l'Académie des sciences, on est très préoccupé par le système éducatif français. Alors on a les résultats internationaux comme PISA et autres, comme démonstration du fait que le système va mal. Mais moi, je dirais que j'en ai une autre qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens en souffrance dans le système éducatif. Il y a les enseignants, mais il y a aussi les élèves. Et ça, c'est le signal d'un système qui marche mal, quoi. Quand les gens sont pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Mais bon, le but de ce soir, c'est pas de refaire le système éducatif français. Mais c'est un sujet qui, évidemment, me tient à cœur énormément. Bien, oui. Le public dans la salle, essentiellement, c'est CPGE, les étudiants, les profs. Vous avez été amené à manager, à recruter, je pense, des ingénieurs. Oui, bien sûr. Je vois mes étudiants, je sais qu'ils se posent beaucoup de questions sur quelles écoles, que faire. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner par rapport à tout ça? Non, mais au niveau... Alors, d'abord, la France a besoin de compétences techniques, c'est évident. Les entreprises que je connais, qui sont des grandes entreprises ou des petites entreprises, on a un vrai sujet sur l'évolution du nombre d'ingénieurs, mais aussi l'évolution du nombre de techniciens, des métiers techniques, des métiers qui sont à la production. Alors c'est passionnant comme métier parce que vous avez l'impression de servir à quelque chose, ce qui quand même dans la vie est pas inutile. Bon, et aujourd'hui, le point important, c'est que si vous avez un intérêt et l'occasion de vous diriger vers des filières techniques, technologiques, après votre bac, après les classes préparatoires, etc., sachez que ce sont des domaines où on va avoir de plus en plus des besoins et il y a un vrai intérêt à travailler dans le monde industriel en général. Alors, le monde de la recherche, bien sûr, c'est un métier, comme je vous l'ai dit, fantastique, mais c'est epsilonesque en nombre de personnes employées. Par contre, petites, moyennes et grandes entreprises technologiques qui produisent avec des usines et des laboratoires, etc., il y a des vrais besoins et il ne faut pas hésiter à aller se lancer dans des domaines techniques. Le point important, c'est d'apprendre un métier. Moi, ce qui me catastrophe, c'est quand le système éducatif, alors là, je parle plutôt du supérieur, fabrique des gens qui n'ont pas de métier. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, on voit sortir des gens de l'université, quelquefois sans diplôme, même malheureusement trop souvent sans diplôme, qui n'ont pas de métier. Et ça, c'est catastrophique. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un métier, vous pouvez en changer, vous pouvez le faire évoluer. Donc c'est pas parce que vous apprenez un métier que toute votre vie, vous le ferez. D'ailleurs, de plus en plus, il y a des évolutions. Voilà. Donc, une fois que vous savez ce que vous voulez, et vous avez le droit de le savoir tard dans votre carrière, par contre, il faut s'y concentrer, travailler et apprendre un métier. Merci. Oui.
Ah, il y en a plein. Moi, je vous en citais une où on manque vraiment de personnel. La filière du chaud et du froid thermique. On manque énormément de techniciens et d'ingénieurs dans ce domaine-là. C'est un monde qui recherche des gens compétents. Je cite celle-là, mais Saint-Gobain, l'aérospatiale, enfin, etc. Moi, je suis membre du conseil scientifique de Safran. Ils embauchent un nombre d'ingénieurs chaque année, mais aussi de techniciens importants. Donc, tous les domaines industriels, aujourd'hui, manquent de gens. Et donc ça veut dire des IUT, donc des DUT, des ingénieurs. Voilà, c'est des filières où il y a besoin de personnes qui ont appris un métier, qui ont une compétence. Et après, le métier, vous l'apprenez aussi dans l'entreprise où vous êtes. Hein. Vous avez des connaissances de base qui vous permettent d'avancer, mais le métier, vous l'apprenez sur le tas. Hein. Une fois que vous avez vos connaissances, vous servent à vous lancer, et après, vous l'apprenez. Bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, et puis bonne soirée.